Hello tout le monde et bienvenue dans cette première de One Shot Cast. Aujourd'hui, on va parler d'un thème très personnel, c'est perdre son papa. Vous l'avez peut-être déjà vécu et c'est un sujet qui nous arrive tous un jour. Aujourd'hui, pour en parler, je ne serai pas seul. Je reçois Célia. Bonjour Célia. Et bonjour Giovanni. C'est une amie depuis un peu plus de 20 ans. On s'est rencontrés 1 an avant la date de décès de mon papa. C'est aussi pour ça que je voulais faire cette émission aujourd'hui, pour pouvoir discuter, avoir une discussion ouverte. Et voilà, je t'ai pas dit ce que tu faisais, tu es coach en... Transformation de vie. C'est mieux quand tu le dis. et donc on est concernés par ça tous les deux, puisque toi aussi tu as perdu ton papa il y a un peu moins longtemps. On va revenir là-dessus au fur et à mesure. Il y a tellement d'axes pour pouvoir en parler que on va voir. J'ai un petit conducteur, mais on va voir aussi où ça nous mène. Bien sûr. En essayant de garder un ton aussi léger, mais bon, ça reste quelque chose de très porté sur l'émotion. Donc on va avancer là-dessus. Perdre son père, c'est quelque chose qu'on n'apprend pas à gérer forcément. Il n'y a pas de mode d'emploi pour ça, et comme perdre n'importe qui, de toute façon, dans la vie, un proche. Mais bon, on va parler en tout cas de ça ensemble. Merci. Moi, j'ai envie de te dire merci déjà Avec pour plaisir. l'invitation. Je suis vraiment honorée en fait de pouvoir parler de ce sujet parce que c'est très rare en fait on parle de mon papa. Et quand tu m'en as parlé, c'était dimanche. On en a parlé comme ça ouvertement et ton invitation, en fait, elle est arrivée vraiment, pour moi, au bon moment parce qu'en fait, j'allais partir. Et je pense que l'anecdote, j'ai envie de la raconter. Mais let's go. J'allais partir à Bali. Ouais. Et j'allais booker mes billets. Et tu m'as proposé, en fait, de faire ce podcast. Et on aurait pu le faire dans 1 mois. Et je me suis dit, non, en fait, let's go. J'ai envie de le faire maintenant. Et j'ai pas booké mes billets. Et aujourd'hui, on est là, 3 jours après. Et je trouve ça merveilleux. Et en fait, pour moi, c'est un sujet vraiment important parce que, personnellement, ça a marqué un tournant dans ma vie. Ça a changé beaucoup de choses, en fait, dans ma vie perso et pro. Et en fait, de pouvoir le partager avec toi aujourd'hui, parce qu'on a vraiment vécu la même chose, ça me fait vraiment plaisir parce que c'est quelque chose de très difficile et aussi parfois tabou. Ça peut être compliqué d'en parler parce qu'effectivement, il y a beaucoup d'émotions derrière. Et le deuil, c'est quelque chose de très difficile à processer. Donc, je suis contente de pouvoir en parler avec toi et que tu en parles aussi ouvertement. Je trouve ça très important. Donc, merci. Mais c'est réciproque, évidemment. Merci beaucoup, et parce que tu as contribué au fait qu'on passe à l'action aussi à une date si courte. Donc tant mieux. Comme ça, on évoque ce sujet et on le partage aussi à peu près à date, on va dire d'anniversaire. C'est pas un anniversaire, mais je sais pas quand est-ce qu'il va sortir exactement. Peu importe. Mais en tout cas, effectivement, c'est pas tout le temps qu'on en discute avec des personnes, même si c'est des personnes très proches autour de soi. Ouais. Peut-être qu'on va évoquer justement ces phases où on le partage, parce qu'il y a des phases où on est seul, évidemment, tout le process qui est seul, mais aussi l'entourage qui est important sur tout ça. Ouais, totalement. Donc, je suis aussi évidemment très heureux d'en parler, et ça fait toujours du bien. Et ce qui est bien, c'est qu'on ne connaît pas l'histoire l'un de l'autre, ou alors on a peut-être des bribes, Oui, puisque totalement. voilà. En toute transparence, je ne sais pas si ton papa, je l'avais connu quand vous étiez à Carnon. C'est là où on s'est rencontrés, Oui. avec ta sœur et ta maman. Je me rappelle de ta maman. Je ne sais pas si ton Et papa en fait, était là mon ou papa pas. n'était pas là. Ok. Donc je l'ai jamais Parce vu. qu'ils étaient divorcés déjà, Ok. en fait. Donc je l'ai jamais vu. Et je sais pas si à l'inverse, toi, tu as déjà vu mon papa, ou si tu t'en Non. rappelles ou pas. Non plus. Non, j'ai vu que des photos que tu m'as partagées, en fait. Très bien. C'est pareil. Et puis après, j'avais mis des photos sur les réseaux aussi, ou autre. Ok, ce que je te propose pour commencer, c'est de raconter un peu, pour que les personnes qui nous écoutent ou qui nous regardent comprennent aussi, c'est le contexte de comment c'est arrivé. En gros, c'est arrivé quand, ça s'est passé comment. Ouais. En gros, sans forcément tout détailler, c'est juste quelques mots-clés pour dire la date, comment ils sont décédés. On va parler de ça aussi, évidemment. Ouais. Et puis après, on va parler des premiers jours. En fait, la réaction, déjà, le fait d'apprendre la nouvelle, la réaction qu'on a par rapport à ça, et les jours d'après aussi. Oui, bien sûr. Alors, je sais plus, comme je te dis, ce qui est bien, c'est que je découvre aussi un peu avec L'histoire. toi, et je viens pas avec un sujet que je maîtrise par cœur. Oui. C'est-à-dire que moi, je crois que c'était il y a 1 ou 2 ans, mais je suis pas certain. Oui. C'était Est-ce il que y a tu peux nous en 2 dire ans. plus, ouais. Oui, bien sûr. C'était il y a 2 ans. Donc moi, j'avais 32 ans. Et en fait, donc, mon papa avait un cancer depuis 2 ans. Et en fait, on pensait qu'il allait s'en sortir. Donc, il avait un cancer du côlon, pour être précise. Ok. Et on pensait vraiment qu'il allait s'en sortir, en fait, parce qu'il avait eu une très bonne réaction au traitement.
Donc ça allait mieux. Et en fait, moi, je suis une nature très optimiste. Donc j'étais persuadée qu'il allait s'en sortir, alors qu'il faut savoir que statistiquement, il y avait 90% de chances qu'il meure, en fait, tu vois. Ah ouais, ok. Et je le savais, en fait, parce que je savais le stade du cancer, etc. Mais j'étais persuadée qu'il s'en sortirait, parce que je suis une battante moi-même, j'ai une maladie auto-immune, et que je me bats tous les jours contre cette maladie. Et je me suis dit, il va se battre aussi, et il va s'en sortir, tu vois. Et en fait, il y a un moment donné où on m'a annoncé en fait qu'il était hospitalisé. Donc, comme il était régulièrement hospitalisé, j'ai pas tilté. Je me suis dit, OK, bon, c'est une nouvelle hospitalisation. Et en fait, j'ai compris que c'était grave quand j'ai vu ses réactions au téléphone. Enfin, j'ai plutôt entendu ses réactions au téléphone. Et j'ai senti qu'il y avait quelque chose qui se passait. Donc, j'ai senti qu'il fallait que j'aille le voir à l'hôpital, parce que moi, j'étais à l'étranger, en fait. Et à ce moment-là, j'ai compris, mais c'était vraiment à demi-mot, hein, mais j'ai compris avec le médecin que ça devenait grave. Et juste, moi, l'électrochoc, ça a été lors d'un repas au restaurant avec mon ami. Et en fait, je reçois le coup de fil de ma sœur qui me dit voilà, papa entre en soins palliatifs. Et en fait, je me dis palliatif, c'est-à-dire. Et en fait, tu vois, tu as vraiment un moment où moi, je me suis dit, c'est pas possible, tu vois. Et en fait, donc, j'ai fondu en larmes. J'ai compris, quoi. J'ai dit, il va mourir, en fait. Et là, mon père va mourir, tu vois. C'est un truc, même encore aujourd'hui, je me dis comment c'est possible, tu vois. Et parce que pour moi, ça n'arrive, c'était pas possible, en fait. Et ce jour-là, donc électrochoc. Et en fait, j'ai regardé tout de suite sur Internet. Après, on a tous des réflexes, je pense. OK, soins palliatifs, combien de temps? Et j'ai compris, voilà, 15 jours en moyenne. Donc, j'ai dit, OK, donc là, il va mourir d'ici 15 jours. Et en fait, là, tu es sur une course contre la montre, quoi. Tu es là, OK, il faut que j'aille le voir. Et en fait, bon, moi, la difficulté que j'ai eue, et ça a été très difficile, c'est que mon père est quelqu'un qui parle très peu, qui parlait très peu de ses émotions. Et en fait, il n'a jamais voulu parler de sa maladie ouvertement, et il n'a jamais voulu parler du fait qu'il allait mourir. Donc en fait, jusqu'au dernier jour, au dernier souffle, je suis allée le voir comme s'il n'allait pas mourir, en fait. Quel âge il avait? 74 ans. Ok, ouais. Il y a beaucoup de papas des générations 60, là, donc il avait 74 ans, Ouais. Les générations de nos parents ou un peu au-dessus, etc. C'était les hommes qui devaient paraître forts par rapport à l'ancienne éducation, la culture qui a évolué depuis. Et tant mieux, parce que ça ouvre plus aux émotions et à accepter le fait d'être malade ou des choses comme ça. Mais ouais, généralement, c'est vrai que, tu vois, ce que tu me dis, c'est pas surprenant, parce que les papas de ces générations-là, c'était non, on n'en parle pas parce que tout va bien, ou alors je vais pas le montrer et le partager, etc. C'est ça. Et je vais te partager quelque chose de très intime, mais pour moi, c'est important, c'est que en fait, il est décédé le jour de son anniversaire. Ah, c'est particulier, ouais. C'est très particulier. Et en fait, je me suis posé la question, et aujourd'hui, je n'ai toujours pas la réponse, mais je me demande si, en fait, en soins palliatifs, il n'a pas demandé simplement à ce que l'on accélère le traitement pour décéder, partir le jour de son anniversaire. Pour viser cette date. Bien sûr. Et aujourd'hui, vous avez eu aucun indice? Il n'y a pas eu une lettre, par exemple, un testament ou quelque chose qui... Non. Parce que parfois, s'il y a des décès qui sont prévus ou maîtrisés, entre guillemets, c'est un mot un peu particulier à dire, mais il y a des personnes qui laissent des lettres et qui peuvent expliquer parfois. Oui. Là, aujourd'hui, donc, tu as une supposition, et tu n'es peut-être pas la seule aussi dans ton entourage, justement, à avoir ça, et se dire, OK, il a peut-être fait ça, et ce geste-là, quoi. Oui, tout à fait, parce que ça lui ressemble, en fait. Mais on n'a jamais su. Et bon, moi, en tout cas, je l'ai accompagné jusqu'au dernier souffle, et je pense que ça a été très, très traumatisant pour moi, parce que je voulais être là. Et en fait, jusqu'au dernier souffle, finalement, c'est pas tout à fait juste, c'est que je suis partie vraiment à la fin quand j'ai senti qu'il partait. Et je suis rentrée chez moi et je me suis couchée. Il était 1h du matin et je me suis couchée 1h et le téléphone a sonné. Et tu vois, je dormais à moitié, quoi. Et elle m'a dit, votre papa est mort. Et tu vois, ça reste. C'est très difficile. Ouais. Ça reste. Ce moment, il est fort, le moment où tu l'apprends. Donc, 1h du mat, on te réveille. On te réveille, tu dors depuis... Enfin, je m'étais endormie 1 heure, en fait. Et donc, j'ai dit, j'avais senti, il était en train de partir. Mais ça, c'est traumatisant. La phrase, elle reste, tu vois, ça, c'est dur. Et du coup, l'après, je trouve que, tu vois, le deuil, etc., tu processes, mais tu as des moments marquants comme ça où, tu vois, tu y repenses, tu as toujours l'émotion qui est là. Je le vis comme si c'était hier, quoi. Et c'est dur. Ce truc-là, j'ai du mal à le passer, C'est resté. Je sais pas, toi, du coup, comment ça s'est passé? Tu peux peut-être me raconter aussi je vais ton histoire. Parler, le deuil, on va en parler un peu plus en détail, parce que le deuil est un mot qui peut résonner chez des personnes. Il y a des personnes qui n'y croient pas aussi, qui n'aiment pas ce mot, etc. À titre d'exemple, je parlais avec une personne proche de moi hier, j'étais au resto avec elle, très proche de moi,
qui m'a dit qu'elle aimait pas ce mot deuil, tu vois, et qu'en fait, c'est juste une façon de le prendre différemment. Et on verra tout à l'heure, on en reparlera. Et c'est vrai qu'évidemment, c'est un moment qui reste à jamais gravé dans la tête, ce genre de choses. De mon côté, j'ai envie de changer de position pour ça. Bien juste sûr. changer de genre. Donc, c'était en 2005. J'ai 18 ans. Je crois que je suis en BEP, un truc comme ça. J'avais un diplôme et autres. Ouais. Et en gros, mon papa, à la base, allait bien, entre guillemets. C'est-à-dire qu'il fumait beaucoup. Il avait de l'apnée du sommeil. Il n'avait jamais pris... il devait prendre les bouteilles d'oxygène... Enfin, les bouteilles pour dormir, là, comment... Je sais plus comment ça s'appelle. Les appareils pour aider à dormir. Donc, il ronflait comme pas mal de personnes à cet âge-là. Et voilà. Et en fait, il avait eu des problèmes respiratoires un peu. Peut-être que je vais mal le raconter. Mais en gros, il devait faire des examens qu'il n'était pas allé faire. Et il est rentré à l'hôpital. Et de ce jour-là, il est resté 1 mois et demi. Et il est décédé là-bas. Et en gros, il est rentré à l'hôpital parce que ça allait pas trop. Et il est rentré avant ses examens un peu en urgence pour voir ce qu'il allait, tu vois. Ok. Je crois que c'est à peu près ça l'histoire. Et en fait, là-bas, au lieu d'avoir un traitement classique qui était... Enfin, normalement, c'était du traitement... Enfin, il n'y avait rien de grave, tu vois. Oui. Là-bas, en fait, il a attrapé des... J'ai oublié le nom, j'ai mal étudié et préparé. Les maladies qu'on attrape dans les hôpitaux. Il y a un nom pour ça. Je sais plus ce que c'est. Oui. Et en gros, l'hôpital n'a pas été assez soigneux dans les règles d'hygiène et tout ce qui est autour de ça. Oui. Ce qui fait que, en fait, ça s'est dégradé au fur et à mesure. Ils l'ont intubé une fois, ils l'ont désintubé, ils l'ont réintubé une deuxième fois. Ils lui ont mis des trucs pour le shooter. Et, il avait le côté un peu loufoque où, quand on allait le voir dans le lit, il disait « Il y a des singes au plafond !» et l'infirmière fait des trucs bizarres, des trucs comme ça. Donc c'était à la fois drôle parce que nous, on est un peu dans l'humour, etc. Donc on rigolait et on allait dans son sens pour dire « Les singes, non, je les vois pas, ils sont où? Attends, si, il y en a peut-être un, bref. » Et en même temps, ça fait bizarre parce que tu dis « Mon père, il délire totalement, quoi. » Même si on sait que c'est les médicaments et que c'est tout ça, mais ça fait chelou. Et en plus de ça, le fait que sur un mois et demi, il y a le corps qui change, la personne vieillit un petit peu physiquement, il y avait des escarres partout parce que il bougeait pas. Et ça faisait très bizarre, quoi. Et en gros, en fait, il est décédé là-bas. Et moi, je l'ai appris, pareil, je dormais en pleine nuit. Il devait être 4 h du mat'. Et vu que c'était un truc qui durait dans le temps et qu'on voyait que ça se dégradait, il y avait mon oncle et ma tante de Montpellier qui sont montés sur Paris. Et c'est ma tante qui dormait chez moi qui m'a réveillé à 4 h. Oh, les petits frissons. Elle m'a réveillé et elle m'a dit en pleurs ça y est, il est parti, il est plus là. Un truc comme ça, tu vois, dans les mots. Et en fait, je me suis réveillé. Je fais... Dans mon esprit, je fais OK. Et à partir de là, en fait, je sais pas, c'est comme si c'était un fait, tu vois. OK, c'est un fait de vie, très banalisé un peu. OK. Et en fait, j'ai juste accepté le truc que à partir de là, bon, il est décédé, il est plus là. Enfin, accepter, c'est un mot facile. Hein. Quand je dis accepter, j'ai évidemment eu des moments chocs, des grosses pleurs et pendant et après. Et en gros, c'était d'aller à l'hôpital, de le voir inanimé et d'avoir un moment seul avec lui, ce genre de choses, tu vois. Oui. Et voilà. Et d'ailleurs, je voulais te poser la question. Est-ce que tu dirais que tu as eu le temps de lui dire au revoir, tu vois, ce truc-là? Parce que c'est quelque chose que, si vous écoutez et que vous avez perdu quelqu'un de proche, et notamment peut-être le papa, parfois on se dit « Putain, j'ai pas eu le temps de lui dire au revoir. » Ou si peut-être que vous vous dites que vous avez peur de perdre quelqu'un de proche, et on peut se dire ça et avoir peur de ça, tu vois. Toi, est-ce que tu dirais que tu as eu ce temps-là ou pas? En fait, je dirais que lui dire au revoir, pas vraiment, parce que il n'acceptait pas le fait de partir. Donc, on n'a jamais parlé du fait qu'il était en train de partir. Donc, pour dire au revoir, il faut qu'on sache qu'il y a une fin. Ce qui est très difficile, déjà, de base. Exactement. Et donc, j'ai pas eu cette opportunité, quelque part, de lui dire au revoir. Je dirais qu'à la fin, en fait, c'est comme ça, c'est accéléré assez rapidement. J'ai pas eu la possibilité, je pense, d'avoir le rapprochement que j'aurais souhaité avoir et de lui dire au revoir comme j'aurais voulu lui dire au revoir, parce que son état s'est aggravé d'un coup et qu'en fait, si tu veux, il hallucinait aussi. Et à partir du moment où il commence à halluciner, en fait, après, tu n'as plus le contact. Et c'est là où j'ai compris, en fait. Je me suis dit, alors là, il est en train d'halluciner, mais est-ce qu'il va revenir à un état normal? Et il n'est jamais revenu à un état normal. Ouais, tu dis que tu n'as plus accès à la personne, en fait. Exactement. Ouais. Je viens de me rappeler qu'avec ça, il n'avait plus le langage, tu vois. Ouais. La parole, l'articulation ou les trucs, ça devait écrire sur des ardoises et c'était pas clair. Et c'est vrai que ça fait très bizarre, la dégradation d'un être cher que tu connais. Ça fait très, très bizarre. Ça fait bizarre. Et c'est vrai que moi, ce qui s'est passé, c'est que j'ai eu
une lueur d'espoir le dernier soir, en fait. Et ça, c'est terrible. C'est qu'il s'est, en fait, à un moment donné, il s'est réveillé. Et moi, donc, j'étais à ses côtés, j'attendais. Enfin, voilà, je restais à ses côtés, je veillais. Et il s'est réveillé et il a dit « C'est ma fille ». Et il m'a montré, en fait, aux infirmières « C'est ma fille ». Et en fait, mon père était très fier de moi. Ouais. Et il était là, il les appelait, genre, elle est là. Genre, il était choqué que j'étais là, tu vois. Et en fait, du coup, je me suis dit, putain, là, il me reconnaît. Et je me suis dit, est-ce qu'il est en train de revenir? Et tu sais, t'as un truc de. Tu sais, presque, c'est au repêchage, quoi. C'est bon, on l'a repêché, du coup, il est revenu parmi nous et tout. Et en fait, bah non, tu vois. Et il est décédé quelques heures après. Mais ouais, j'ai eu cette petite lueur d'espoir, en fait. Et du coup, le déni jusqu'au bout, quoi, tu vois. T'es dans le déni jusqu'au bout, je dis, c'est pas possible. Et donc, en tout cas, moi, ce que je peux partager aujourd'hui et ce que j'invite vraiment à faire, c'est justement de dire ce qu'on ressent à nos proches. Parce que moi, je ne lui ai pas dit ce que je ressentais. Et je ne lui ai pas dit parce que finalement, je me suis énormément, je pense, retenue par pudeur, parce qu'il était lui-même très pudique et que je ne voulais pas le mettre mal à l'aise. Et je pense que ça lui aurait fait du bien, en fait, que je lui dise certaines choses que je pensais de lui, etc. Et ça, je le regrette un peu, tu vois. Et donc ça a été un apprentissage où je me suis dit, ok, maintenant, quand je pense quelque chose sur quelqu'un, sur mon entourage, ma famille, mes amis, je le dis, je le verbalise, en fait. J'exprime beaucoup plus mes émotions et beaucoup plus mes sentiments, et notamment l'amour, tu vois, au sens large, je l'exprime beaucoup plus. Ça, j'invite vraiment tout le monde à le faire, en fait. Parce que c'est dommage, en fait. Là, tu vois, ça me restera toujours un petit peu, ce sentiment de... Et si je lui avais dit ce que je pensais, tu vois, on aurait eu un moment de partage, ce qu'on n'aura jamais eu, tu vois. Et il aurait su ce que je pensais de lui. Alors finalement, il ne sait pas tout le bien que je pensais de lui. C'est certain. Et ça se comprend totalement. Et on va aussi parler de ça, justement, de qu'est-ce que ça nous a apporté. Parce que quelque part, il y a tout ce qui est un peu, on peut l'associer à négatif ou malheureux. Donc, il peut y avoir des périodes de déni, le deuil, comment il se passe, etc. La non-acceptation aussi, parfois. Et en même temps, tout ce que ça apporte. Parce que ça, forcément, ça forge, ça renforce quelque part. Peut-être que ça fragilise aussi à d'autres endroits. Mais on va parler de tout ça. Et je voulais te demander, en lien avec ça, tu te rappelles du dernier Je t'aime? Ah ben déjà, il n'y en a pas eu un premier. Ok. Dans ma famille, on ne dit pas du tout je t'aime. Okay. On dit rien, en fait. Ma famille, on n'exprime pas du tout les émotions. Les sentiments, les émotions, rien. Mon père, en fait, j'ai senti... Alors, par contre, c'est très intéressant que tu poses cette question parce que j'ai senti qu'à un moment donné, il a voulu nous le dire. J'étais avec ma sœur. Alors, peut-être que je me trompe complètement et qu'il n'avait pas l'intention de le dire, mais il a commencé à dire bon, les filles, tu vois, le truc un peu solennel, quoi. Bon, les filles... Et en fait, il a marqué un arrêt et il est resté comme ça. Et il nous a regardés et j'ai senti qu'il était déstabilisé. Et il s'est retiré et en fait, il a parlé d'autre chose. Et comme s'il avait filtré le Il a je filtré t'aime. Ah, j'en suis sûre. Et vous avez pu le recevoir, en tout cas. Moi, je l'ai pensé, je pense qu'il voulait le dire parce qu'il savait qu'il allait mourir. C'était vraiment juste avant son décès et qu'il était encore conscient et qu'il savait ce qu'il allait se passer, tu vois, que c'était une question de jour. Il a vraiment eu cet air solennel, justement, de quand tu veux annoncer quelque chose d'important. Et je pense qu'il voulait nous le dire parce que je pense qu'il voulait être un bon papa jusqu'au bout. Et en fait, il n'a pas réussi. Donc ça, c'était... moi aussi, ça a été quelque chose d'important dans ma vie, c'est de me dire, voilà, tu as des occasions, en fait, de dire les choses. N'attends pas, en fait. N'attends pas demain. Tu as envie d'envoyer un message, envoie le message. Tu as envie d'appeler quelqu'un, appelle-le. Et arrêtons de trouver des excuses à tout, tu vois. Et donc, lui, c'était de la pudeur. Donc, moi, du coup, je travaille sur ma pudeur maintenant. Sur, est-ce que finalement, ça a du bon ou pas, en fait, d'être pudique. Et j'ai compris que finalement, moi, ça m'apportait plus de négatif que de positif dans ma vie. Dans mes relations, en tout cas. Et donc, ouais, je pense que c'est important, en tout cas, de l'exprimer. Toi, tu l'as exprimé, du coup, à ton père ou pas? Alors, je vais te répondre, mais totalement d'accord avec ce que tu dis. Et n'attendons pas de perdre quelqu'un pour s'ouvrir et dire les émotions. Tout à fait. Mais en fait, on est dans la même, même équipe. Il n'y a pas eu de je t'aime. Le seul je t'aime dont je me rappelle, c'est on était après la mort. Il est décédé. Chambre avec, je sais pas, il y avait ma mère et d'autres personnes. Et je leur dis, je peux rester un peu avec lui, seul. Et en fait, on était chambre... je sais pas, il n'y avait pas de lumière, tu vois, comme ici. Oui. L'éclairage naturel du couloir sur des stores un peu, tu sais, les persiennes, enfin les stores persans, je sais pas comment on dit. Ouais, ça, je vois totalement. Et il était là, inerte, et en fait, je m'étais à côté de lui, et j'ai mis ma main quelque part, je sais pas, sur son épaule ou quoi, et j'ai dit des petites phrases, tu vois, un peu, avec un moment pour un peu symboliser le truc, tu vois. Oui. Et c'est là où j'ai dit mon seul je t'aime. Ah, ok. Et j'ai dit, parce qu'en fait, je me suis dit,
bah, c'est peut-être le moment, hein, parce qu'après, il n'y aura plus le corps. Ok. Donc, enfin, voilà. Waouh, tu l'as dit, putain, bravo. Ouais, mais je l'ai dit, il n'était plus là, donc il n'a pas pu répondre. Oui, oui, mais tu je l'as l'ai dit. Tu l'as dit, Bref. bravo. Donc, ouais, c'était un peu un truc symbole, etc. C'est symbolique, en fait, je Ouais, trouve. c'est ça. Et t'as été courageux. Pour le coup, moi, j'étais pas courageuse sur ça. Ben, on Donc, a tous des process différents, ouais, effectivement. Mais c'est ça qui est aussi intéressant dans ce partage. Nous ne sommes que 2 exemples de façons de processer, et il y a 1000 façons de... Enfin, c'est bizarre de dire ça comme ça. Il y a 1000 façons de perdre quelqu'un. Oui. Mais c'est vrai, quelque part. C'est vrai qu'on a un point commun sur les deux, c'est que c'est un peu quelque chose lié à la maladie ou la santé qui se dégrade. Oui. Parfois, c'est des événements chocs. Ça peut être des suicides, ça peut être des accidents, des choses comme ça. Il y a des morts naturelles de vieillesse aussi. Mais bon, le but, c'est d'ouvrir la discussion et de servir d'exemple. Et s'il y a des personnes qui se retrouvent là-dedans, bah, tant mieux si ça vous aide aussi. Pour parler et avancer là-dedans, donc il y a la période de deuil, c'est-à-dire que on a vécu chacun une cérémonie, que ce soit à l'église, que ce soit dans un crématorium ou au cimetière après pour l'enterrement ou quoi. Je refais parce que j'ai connu, je sais pas, au cas où. Et après ça, ça débloque des émotions, tu vois. Est-ce que tu te rappelles le jour de... C'était un enterrement, une crémation? Crémation. Ok. Est-ce que pareil, même petit encore. Est-ce que tu te rappelles de ce jour-là, comment ça s'est passé pour toi et les émotions qu'il y a eu après, les jours d'après? Parce que en fait, à partir de là, le deuil commence à partir du moment, les process de quand on entend il est mort. Oui. Mais après, il y a l'autre étape qui est importante, c'est le moment de la cérémonie aussi, je trouve. Ah oui. Et juste pour définir ça, parce qu'on va parler du deuil en détail, le deuil, selon Wikipédia, ça veut dire... Le deuil est une réaction et un sentiment de tristesse éprouvé à la suite de la mort d'un proche, souvent associé à la souffrance. Le deuil est aussi considéré comme un processus nécessaire de délivrance, nommé résilience. Oui. Définition de Wikipédia. On a tous des définitions différentes, mais on va garder le fait de... C'est ce qui se passe à partir du moment où il décède et ce qui se passe après. Donc, comment c'était pour toi? Tout à fait. En fait, pour moi, c'était un moment très difficile, la cérémonie, parce que, en fait, mon père était un artiste. Ok. Mon père était chanteur-guitariste et on était 6 enfants. Enfin, on est 6 enfants. Ouais. Et si tu veux, il a fallu se mettre d'accord sur comment on organisait la cérémonie, ce qu'on diffusait, les musiques, etc. Et pour moi, c'était très difficile parce qu'en fait, il a été choisi, donc d'un commun accord, de diffuser mon père sur un grand écran en train de chanter ses propres musiques, etc. Donc jouer de la guitare, chanter. C'est fort comme choix. Ouais. Du coup, tout le long de la cérémonie, en fait, tu avais mon père en train de chanter et jouer de la guitare, en fait. Et pour moi, c'était vraiment très difficile parce que tu es déjà en train de processer et sauf que tu le vois. Tu le vois vivant et animé. Ouais, c'est ça. Pendant, je sais pas, 1 heure, 2 heures. Il animait sa propre cérémonie. Exactement. Wow. Et donc, en soi, c'est très beau. Grave. Sur le papier, pour nous, c'était très beau. Mais le jour J, c'était très difficile. Et du coup, il y a eu des discours qui ont été faits. Moi, j'étais incapable de faire un discours, honnêtement. Voilà, j'étais pas dans cette capacité-là. Je sais que des femmes de ma famille en ont fait et ont fait de très beaux discours. Vraiment, j'étais heureuse pour lui. S'il nous entendait. Voilà. Mais en tout cas, pour ma part, c'était, je dirais, ce jour-là difficile. Et ensuite... tu vois, comme je disais au départ, je suis une battante de nature. Et en fait, je crois que je me suis laissée... Vraiment, j'y réfléchis. Je n'avais pas réfléchi à ça, mais je crois que j'ai demandé à mon manager, à l'époque, donc je travaillais en Suisse, j'ai demandé 3 jours. J'ai dit, je suis en France, j'ai besoin de 3 jours parce qu'il y a eu le décès de mon père. Pour moi, c'est compliqué de revenir tout de suite au travail. Et j'ai pris 3 jours de congé et je suis revenue le lundi suivant, je crois. Et en fait, je suis revenue au travail, style de rien. J'ai remis ma petite chemise et je suis repartie en entreprise comme ça, donc j'étais RH. Et je suis repartie faire mes meetings avec tout le monde, conduire des entretiens toute la journée et vraiment avec le grand sourire et style de rien. Et en fait, j'ai une collègue qui m'a énormément aidée à ce moment-là. C'est quelqu'un qui m'a dit finalement, ça va prendre beaucoup de temps, mais tu vas processer et en fait, il faut que tu acceptes le fait que ce soit un process. Parce que moi, si tu veux, je voulais tout de suite passer à autre chose et voilà. Et en fait, non, c'est un process. Accepte le process, en fait. Et de ce jour-là, je me suis dit, OK, donc ça prend du temps. Il y a des étapes à passer et il faut juste l'accueillir. Et je dis, OK, je l'accueille. Et en fait, j'ai passé des étapes et tu vois, là, je suis à 2 ans de deuil et je processe encore. Et je trouve que ce qui reste, c'est que, maintenant, ce que j'ai compris, c'est que tu as une douleur qui reste et qui, je pense, ne partira jamais. C'est juste qu'elle s'atténue, cette douleur. Et ça, je l'ai
compris rapidement et ça m'a consolée quelque part parce que je me suis dit, ok, petit à petit, ça va s'apaiser. Parce qu'au départ, la douleur est si intense que tu veux juste que ça s'arrête en fait. Je pleurais. Je me disais, mais quand est-ce que ça va s'arrêter en fait? Cette douleur qui te prend dans le ventre, quoi, c'est dur. Et voilà, et tu processes en fait. Donc ça prend du temps. Ouais. C'est clair. C'est toi ce que tu as vécu aussi. Est-ce que tu te souviens de comment ça s'est passé pour toi justement? Est-ce que le jour de la cérémonie, ça a été comme moi très difficile ou est-ce que tu as réussi, tu vois, à gérer tes émotions? Comment ça s'est passé? Le jour de la cérémonie, donc crématorium aussi, Oui. c'est la première fois où j'ai pleuré pour mon père. Depuis le moment où j'apprends qu'il est mort, de ma tante qui me réveille, qui fait « il est parti Ouais. ». Et jusqu'au moment où il y a le crématorium, j'ai pleuré quand j'ai vu... Tu sais, il y en avait un moment où il y avait le cercueil à côté et chacun, on mettait une rose sur le cercueil. Ma mère, c'était la première, j'étais en deuxième, je crois. Ma sœur en troisième peut-être, enfin bref. Et en fait, le moment où je vois ma mère qui fond en larmes sur le cercueil avec la rose, j'ai fait « ah ». Et là, ça m'a fait « piou, piou », c'est parti. Ouais. Et à partir de là, j'ai libéré, et tant mieux, parce qu'il faut libérer, il ne faut pas les garder. C'est vraiment très, très important, je trouve. Donc j'ai pleuré à partir de là. Donc première émotion, évidemment, de tristesse, parce que je ne me rappelle pas avoir réalisé que j'étais dans un gouffre ou quoi. Je n'ai pas été dans ce truc négatif entre le moment où je l'apprends et le moment où il y a la cérémonie. Okay. Le moment où je l'apprends, donc le matin, je dis à 4h du mat, je suis réveillé. Ouais. L'après-midi, mes potes, ils me disaient ça, ils m'ont dit ça pendant pas mal de temps, et qu'ils me disaient... c'était fou parce que j'ai tapé un foot avec eux, comme on le faisait pratiquement tout le temps, mais comme si c'était juste un mardi, tu vois. Ouais, je vois. Peu importe le jour que c'était, mais c'était juste un jour normal. Sauf qu'il y a eu un événement dans la nuit, quoi. Okay. Et pourtant, c'est pareil, on pourrait dire c'est peut-être du déni ou quoi. J'avais pas l'impression que c'était du déni. Oui. Mais en tout cas, voilà comment, dans les faits, comment ça s'est passé pour moi. Okay. Et ouais, des pleurs à partir de là. Il y avait quand j'ai vu mon cousin pleurer aussi dans la cérémonie, parce que c'est comme mon frère, tu vois. Oui. Et que c'était la première fois qu'on se prenait vraiment dans les bras à un moment, tous les deux, et pleurer comme ça, de vulnérabilité, c'était assez fou. Et la scène forte aussi, qui est restée grave dans ma tête, il y en a plein, mais à l'époque, c'était encore le cas, on le fait plus maintenant apparemment. Quand on incinère quelqu'un, dans la salle où j'étais, il y avait un petit écran. Imagine, tu as un écran ici, et tu vois des flammes, et tu vois le cercueil qui fait... et qui avance dedans. Ça. Oui, non, mais ça, oui. Et c'est une scène qui est ouf. Non, mais c'est trop. Ça pourrait faire des scènes un peu horreur ou film, tu vois. Non, c'est trop. Et de voir ça, quoi. Et à partir de là, à l'image de l'après-midi, je joue au foot, tu vois, le jour où je l'ai appris, je crois que comme toi, tu dis, t'as enfilé ton costume de la vie de tous les jours et t'as continué. En fait, j'ai fait pareil. Il y a eu des moments où j'ai énormément chialé et t'as des crises où t'y penses. Oui. Je sais plus combien de temps après, on a fait un voyage en Espagne avec le lycée, parce que j'étais au lycée à l'époque. Oui. Et dans le bus, il y a un moment où je suis sorti le dernier parce que j'ai fait une crise où je pleurais. En fait, je m'étais fait des chansons, je m'étais fait des playlists de chansons douces. Ok. Et donc, chansons douces égale émotion, tu vois, etc. Oui. Chansons douces égale émotion. Et ouais, ça m'a débloqué le truc de libérer un peu les émotions. Et je sais que je suis resté... je sais pas le dire si c'est 5-10 minutes ou 15, mais que tout le monde était parti pour aller manger, ma meilleure amie de l'époque était restée un peu avec moi, mais j'étais en larmes et je suis allé manger avec les yeux comme ça. Complètement. Et est-ce que tu as une musique, juste j'y pense comme ça, mais est-ce que tu as une musique qui te rappelle ton père? J'ai une playlist. En fait, alors, tu disais que toi, tu as eu le papa qui joue comme ça. Nous, il y avait une playlist des musiques qu'il aimait bien, qu'il représentait. Okay. Cette playlist, je l'ai depuis, qui s'appelle CD Papa. CD Papa que j'avais encodé... dans iTunes ou je sais pas quoi à l'époque, et que j'ai encore aujourd'hui. En fait, j'ai une playlist, c'est des papas. C'est toutes les musiques qui ont été diffusées pendant la cérémonie. Oui. Et c'est des musiques qu'il aimait, que j'écoutais avec lui quand il était petit, quand il y avait la famille. Des musiques que lui, il aimait avant que je le connaisse, avant ma naissance, des choses comme ça. Donc, y a les Playters, il y a du Elvis, il y a du Santana, des trucs comme ça. Ah ouais. Enfin, bref, voilà quoi. Et peut-être qu'une ou deux fois dans l'année, je me mets la playlist pour penser un peu à lui. Il y a plein de façons de penser et de manifester aussi le fait de tout ça. Et pareil, on va revenir plus en détail aussi là-dessus, mais ouais, la playlist, j'ai ça. J'ai pas une musique, mais en fait, j'ai plusieurs morceaux. Toi, t'as une playlist, un truc comme ça? Ou un morceau ou deux? Ouais, exactement. J'ai un morceau, donc c'est Hotel California. Des chiens. Ouais. Et en fait, c'est un morceau que j'écoute tout le temps. Et tu vois, avant de venir là, pour le podcast, je l'ai mise en voiture et je la mets en boucle. Quand je veux penser à lui, je la mets en boucle, tu vois. Est-ce qu'il y a eu une coïncidence ou quelque chose comment dire, je trouve pas le mot, mais synchronicité. Oui, une synchronicité. Merci. Tu vas parler de ce qui est arrivé quand t'es arrivé. Ouais. Merci pour la synchronicité. Chercher le mot. En fait, c'est ça, c'est que je suis partie aux toilettes avant de venir au podcast
Et au-dessus de moi, je vois une affiche marquée Bernard, quoi. Et en fait, c'est une pub. Et il y a le prénom, en gros, Bernard. Et donc, c'est le prénom de mon père. Et ouais, je crois à ces choses-là. Donc, moi, il n'y a pas de hasard. Et en fait, ouais, j'ai pas une playlist, mais donc j'ai cette musique que j'écoute régulièrement quand j'ai envie de penser à lui. Et je pense que c'est important d'y penser parce que pour moi, il est toujours avec moi. Et voilà, tu vois, je continue déjà je pense, de partager, transmettre ses valeurs. Pour moi, c'est important, en fait. C'était quelqu'un de très libre. En fait, mon père prenait la liberté. Donc, je pense que je suis dans cette même optique. Et puis, j'incarne vraiment ça maintenant. Tu vois, je suis digital nomade, je l'incarne vraiment. Donc sur ça, je suis heureuse, en fait, de tout ce qu'il m'a transmis, tu vois. Mais je l'ai compris plus tard, du coup. C'est justement son décès qui m'a fait changer de vie et devenir digital nomade, devenir coach. Et maintenant, j'aide les gens à transformer leur vie parce que lui, à un moment donné, m'a fait comprendre qu'il avait été malheureux, en fait, toute sa vie et que parce qu'il avait eu 6 enfants, il avait dû avoir une vie très rangée et qu'en fait, lui, il aurait juste voulu partir avec sa guitare et faire le tour du monde, tu vois. Et ça me l'avait exprimé. Et ça avait été d'ailleurs très dur pour moi, parce qu'il m'a exprimé que s'il devait refaire sa vie, il aurait préféré ne pas avoir d'enfant. Ok. Ouais, et ça avait été hyper violent. Et moi, je m'étais dit... Tu m'étonnes pour Ok, l'accueillir. ouais, je m'étais dit, ok, donc je suis de trop. Et en fait, tu vois, j'avais processé. Après, je suis accompagnée. J'ai toujours eu des psys et des coachs pour m'accompagner pour divers sujets, tu vois. Et donc, en tout cas, ouais, pour revenir à la playlist, j'aime passer du temps, même pour la fête des pères ou des événements comme ça, où je prends le temps de penser à lui. Voilà, je pense que c'est important. Et ça fait du bien, en plus. Oui. Parce que c'est des moments où on est seul et on se retrouve un peu avec ces souvenirs qu'on a eus, les bons moments, ce genre de choses. Oui. Et même si ça libère des larmes ou peu importe, parce que Oui. ça fait toujours du bien que ça circule justement les émotions. Ouais. Donc ouais, c'est top. Ça. Et attends, et j'ai un lien avec les playlists. Oui. Comme ça. Ok. Nous, aujourd'hui, on est vivants. Et si totalement vivant. Si vous écoutez ça et que si vous nous regardez, c'est que vous êtes vivants. Oui. Est-ce que vous faites, et est-ce que tu te fais... Non, tu ne l'as peut-être pas fait, mais tu en as parlé déjà comme sujet, de se faire une playlist que tu veux que cette playlist soit diffusée quand tu seras morte à ta cérémonie. Ah. C'est bizarre ou pas? Ah oui, alors j'ai jamais pensé à ça, c'est génial. Je sais qu'on a déjà eu cette discussion dans la famille. Ah ouais? Où on se dit, tu passerais quoi si tu... C'est pas vrai. En gros, si tu décèdes à ta cérémonie, tu veux qu'on passe quoi comme musique? Ah oui, mais moi je passerais de l'électro du coup, ça va pas du tout. Mais ça fait une ambiance, ça fait une bonne ambiance. C'est génial. Et bref, c'est lié, tu vois, au fait de la playlist, et c'est un peu du contrôle sur ce que tu veux pour quand... tu sais, un peu la dernière chose que tu laisses quand tu pars, quoi. Parce que c'est la dernière fois où les personnes vont avoir la symbolique de se retrouver autour de toi, mais bon, le corps n'est plus là. Oui, oui. Bref. Et toi, c'est quoi la playlist que tu passerais? J'ai jamais faite encore, mais j'ai des morceaux en tête et je pense que c'est certains de mes morceaux préférés ou même s'ils sont, tu vois, comme tu dis, l'électro, moi ça peut être des trucs qui m'ambiancent aussi, peu importe, mais j'aime bien. Faudra que je passe à l'action un jour parce que j'en parle depuis longtemps. Ah ben là, challenge, passe à l'action. Ça peut être intéressant de faire ça. On va pas créer une playlist perdre son papa et vous la partager. Hein, mais voilà. Non. Non, mais par contre, c'est une excellente idée que je garde. Je vais y réfléchir. Et pourquoi pas? On sait jamais. Ce que je voulais compléter avec ça, c'est ce qu'ils nous ont laissé. En gros, on a parlé du deuil, des émotions, etc. Et il y a les souvenirs qu'on a d'eux. Est-ce que tu te rappelles de tout? Est-ce que tu as des souvenirs qui sont partis? La façon dont tu t'en souviens, tu vois? Donc pour rappel, c'était il y a 2 ans. Oui. Tu vois, par rapport à ça, comment tu te sens? Comment tu vois le truc? Je sais pas. T'as eu du changement? T'as senti du changement par rapport à ça? Alors, des souvenirs du décès, tu veux dire? Non, de la vie que tu as eu avec lui. Les moments souvenirs partagés ouais. avec lui. Alors, moi, j'ai une relation très compliquée avec mon père. Ok. Donc, malheureusement, en fait, pour moi, il est décédé. J'ai absolument pas fait le chemin que j'aurais voulu faire avec lui. C'est-à-dire que moi, j'étais dans le développement personnel à fond. Et c'est comme s'il était décédé trop tôt, tu vois, parce que j'avais pas encore assez cheminé. Et je me souviens très bien qu'avant son décès, je voyais ma coach, ma psy-coach, et elle m'avait dit de lui écrire une lettre pour lui dire tout ce que je pensais de lui. Tu l'as fait? Non. Ok. J'ai été incapable de faire cette lettre. Et tu vois, ça, je m'en veux, en fait. Et je me dis, en fait, à ce moment-là, j'étais pas encore assez avancée dans le dev perso et j'y arrivais pas, en fait. Et du coup, les souvenirs que j'ai avec lui, finalement, c'était une relation assez conflictuelle. Et en fait, comme ça se passait mal, donc déjà, mon père est parti quand mes parents divorcé. On l'a pas vu pendant plusieurs années, en fait. Ouais.
Il y a eu une coupure, ça a été difficile. Et après, quand on l'a revu, moi, je pense c'était difficile. Moi, je me sentais abandonnée, j'étais petite, donc il y a un truc qui s'est un peu ancré en moi, un trauma. Et après, j'ai essayé de rattraper la relation, mais j'y suis jamais arrivée parce que c'était quelqu'un... Lui, il avait été abandonné, en fait, à 3 ans. Ok. Et il était vraiment traumatisé. Et du coup, il était dans le rejet. Donc, mon père était quelqu'un de très agressif, très colérique. Et pour autant très charismatique, qui avait une certaine aura. Et le truc, c'est que j'étais toujours partagée entre deux. Parce que moi, je voyais qui il était au fond. Je voyais que c'était un hypersensible. Enfin, je veux dire, il était chanteur, guitariste, il écrivait ses propres musiques. Il avait vraiment ce côté-là, même presque romantique, tu vois, avec ses femmes et tout. Mais par contre, dans le quotidien, c'était quelqu'un de très agressif. Et il me repoussait en permanence. Ok. Et il me rabaissait. Donc, mon père me rabaissait. Et il y avait quelque chose d'assez toxique, je dirais. C'est que mon père était très exigeant sur le physique. Mhm. Et en fait, tu vois, je vais donner un exemple pour que tu comprennes bien. Ce que je vivais, en fait, c'est que avant de décéder, quand je suis allée le voir à l'hôpital, j'ai changé de coupe de cheveux à ce Ok. moment-là et j'ai fait une frange. Ok. Parce que je pense que j'avais besoin de faire des choses, je sais pas, je me cherchais, quoi. Et je suis rentrée, tu vois, dans la chambre d'hôpital. Et en fait, la première chose qu'il a dit, c'est mais qu'est-ce que c'est que cette coupe de cheveux, quoi. Et en fait, des fois, il est très, très Et froid. il était lucide à ce moment-là? Totalement. Ok. Et en fait, je lui dis, bah, j'avais envie de faire une frange, j'ai fait une frange. Voilà. Et il me dit, ah, non, mais c'est pas du tout toi, quoi. Et en fait, tu sais, il y avait un côté vraiment genre, presque rentre pas dans la chambre, en fait, si t'es Ouais. pas jolie, quoi, en fait. Ok. Et moi, ça m'a énormément marqué. Et donc, je l'ai processé. Et je sais que ça a marqué ma vie parce que j'ai toujours été sur les apparences. Donc, j'ai toujours été quelqu'un de très apprêté. J'ai toujours accordé beaucoup d'importance à mon image, etc. Et j'ai compris, voilà, à ce moment-là, en fait, j'ai compris que même dans une période comme ça, qui pour moi était très profonde, enfin, on était dans des émotions très profondes, il ramenait toujours, moi, mon existence à mon physique. Et du coup, j'étais pas acceptée si j'étais pas jolie, bien habillée, bien maquillée, bien présentable, tu vois. Et ça, à la fin, ça a été quelque chose de difficile. Et tu vois, j'aurais aimé, je pense, garder des bons souvenirs, tu vois, jusqu'au bout, de me dire, bah voilà, ça s'est adouci à la fin, etc. Non, en fait, jusqu'au bout, ça a été conflictuel comme ça, où pour moi, c'était difficile. Et j'avais envie de lui rentrer dedans et de lui dire, bah, je suis pas qu'un physique, et tu vois. Ouais, bah, c'est clair. Tu vois, et en fait, c'était dur, ça. Et je pense que, bah, du coup, ça m'a permis, moi, de travailler sur moi, en fait, sur mes croyances limitantes, sur le fait qu'en fait, je pense que du fait qu'il était comme ça, moi, j'agissais comme ça dans ma vie, mais qu'en fait, je pouvais reprendre le contrôle et finalement, moi, être qui je veux. Et si aujourd'hui, j'ai pas envie de me maquiller et de m'habiller comme je veux, bah, je fais ce que je veux. Si je veux faire une frange, les cheveux rouges ou que sais-je, je le fais, en fait. T'as bien raison, et Voilà. il faut. Mais du coup, c'est une partie du leg que t'as de cet événement et de la relation que vous avez eue. Alors, Oui. évidemment, les mots que t'as employés de choses toxiques, d'absence, d'abandon, blessure de rejet, d'abandon que lui-même a eu et que t'as re-eu par la suite, Oui. sont des choses qui, sur le papier, sont pas positives, évidemment. Non, sur le papier, Mais est-ce non. que tu dirais que tu vois, ce côté prendre soin de soi, l'apparence, etc., aujourd'hui, puisque tu as évidemment appris à le maîtriser au fil du temps aussi, parce qu'au début, tu pouvais dire, putain, c'est gênant, il faut toujours que je plaise, etc. Oui. Mais aujourd'hui, est-ce que tu le vois de manière positive? Et Oui. justement, c'est quelque chose que tu dis, tant mieux, parce que moi, je prends soin de moi et ça contribue aussi à être bien. Tu vois, généralement, il y a des mécanismes psychologiques où on dit, si tu t'habilles bien, tu vas aussi être plus, par exemple, sérieux dans la journée, des choses comme ça. Alors, toutes les règles ne s'appliquent pas à tout le monde, évidemment, tout le temps, mais ça peut être lié. Et du coup, aujourd'hui, comme tu dis, c'est quelque chose de positif que tu as. Merci, ouais. C'est ça? Ah oui, alors merci beaucoup d'aborder ça parce que c'est très important, justement. Parce que donc là, j'explique ce qui a été douloureux pour moi jusqu'au bout, mais en fait, j'essaie de transformer tout ce qui a été douloureux en quelque chose de positif. Donc, on est dans la même équipe, encore une fois. Exactement, et c'est très important. Et en fait, ça, j'ai compris que je pouvais, alors déjà, le comprendre, lui. Pourquoi, en fait, c'était important le physique pour lui? Parce qu'il y a toujours une raison. Et même quand on est quelqu'un de toxique, ou en tout cas qu'on a, parce qu'on n'est pas forcément quelqu'un de toxique, mais qu'on a une attitude toxique à un moment donné, il y a toujours une raison derrière. Et j'ai compris qu'en fait, lui, c'était un artiste, et qu'en fait, son apparence était extrêmement importante pour être connu, entre guillemets, pour fréquenter. À l'époque, lui, quand il était jeune, il connaissait David Guetta, tu vois. Et dans tous ses débuts, David Guetta hyper jeune. C'est pour ça l'électro. Peut-être. Et en fait, j'ai compris que pour devenir une star, en fait, ton apparence, elle est hyper importante. Ton image est importante. Et lui, il voulait devenir une star, mon père. Et il m'a transmis ça. Il a délégué ça, du coup. Bien sûr, il m'a transmis ça. Et donc, finalement, moi, j'ai essayé de garder le positif. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ton apparence, pour moi, est quelque chose qui t'ouvre des portes. Ça peut, en tout cas,
Ça peut t'ouvrir des portes. Donc, en entretien d'embauche, moi, franchement, on va être honnête, quand je recevais des candidats en entreprise, l'apparence comptait énormément. Et c'est une réalité. Même si on est en 2025 et on est hyper ouvert, non, l'apparence compte. Par contre, j'essaie de réorienter un peu cette valeur. J'essaie de la transformer en OK, il y a des moments où c'est important. Par contre, je ne veux pas que ça soit une contrainte. Ouais, bien sûr. Tu vois, et je veux que dans ma vie, dans mon quotidien, je puisse être moi-même et que j'en ai pas la boule au ventre. Parce que moi, j'en avais la boule au ventre. Si tu vois, j'avais quelque chose qui allait pas sur moi, j'étais en angoisse, quoi. Donc voilà, je l'ai transformé, ce truc-là. Ça, c'est quelque chose que, donc, on parlait de l'héritage, un peu des choses qui nous laissent, tu vois, respectivement. Est-ce que y a des choses que tu fais pour penser à lui aujourd'hui, tu vois, en dehors de la playlist? Oui. Oui. Alors, aujourd'hui, tu vois, c'est marrant de parler de ça, mais j'accompagne une cliente qui est chanteuse, compositrice. Okay. et en fait, pour moi, le fait de l'accompagner, elle essaie de devenir une star. Et pour moi, le fait de l'accompagner, c'est vraiment presque ce que mon père aurait voulu qu'on fasse pour lui, tu vois. C'est t'accompagner pour briller, en fait, tu vois. Et ils sont pour moi des gens qui ont énormément à partager. Et en fait, ils ont des messages. Parce que ils ont des messages à partager. En fait, je crois que ça, je ne l'avais pas compris, en fait. On voit des stars à la télé, etc. Et si on se pose juste 5 minutes à réfléchir pourquoi ils font ça, très souvent, c'est pour transmettre des choses, transmettre des idées et des valeurs. Et donc là, cette chanteuse-là, j'ai vraiment appris à la connaître. Et aujourd'hui, j'essaie de l'aider à ce qu'elle puisse diffuser des messages au plus grand nombre, en fait, à travers ses musiques. Et je trouve ça génial. Et du coup, ça me permet de penser à lui, tu vois, dans mes accompagnements. Ah bah, le lien, il est incroyable de retomber sur quelque chose qui est connecté avec le lien que tu avais avec lui en tant que père-fille, mais lui, il était artiste. Oui. Et là, tu fais l'accompagnement coach, oui. qui est différent, mais que tu accompagnes une artiste comme l'a été ton papa, etc. Ouais. Donc la boucle est bouclée, tu vois. Non, mais c'est trop bien. Les choses comme ça qui nous rappellent à eux. Ouais. Donc ça peut se faire dans des actions, ça peut se faire dans des choses qu'on ne maîtrise pas. La synchronicité que tu as eue en arrivant dans les toilettes, où il y a marqué Bernard, elle est incroyable. Et t'en as eu d'autres, des gros trucs comme ça de synchronicité ou pas? Ouais, mais en fait, c'est musique. Ouais, il y en a plein, je dirais même. C'est qu'il y a des moments où je suis dans un moment difficile, etc. Et tu vois, je sais pas, je vais être dans un bar et paf, il y a une de ces musiques qui passe. Et vraiment, des fois, ça sort de nulle part. Et il y a cette musique-là. Quand il y a ça, quand il y a ces événements, tu te dis... Alors, on a tous des croyances différentes, évidemment. Oui, j'ai envie de savoir les tiennes, d'ailleurs. C'est à peu près les mêmes que toi. Mais ouais, tu te dis, il pense à moi à ce moment-là, ou il est là pour me protéger, ou ce genre de choses. Enfin, peu importe, c'est ce type de choses. Totalement. Du coup. Ouais. Je suis persuadée de ça. Et alors, voilà, on n'y croit pas, parce que c'est forcément un peu perturbant, mais je pense qu'il y a des moments comme ça où il est là, quoi. Ouais. Ouais, j'ai effectivement eu ça plusieurs fois dans ma vie, etc., dont une qui était énorme pour moi et qui m'a refait craquer. Okay. En gros, je suis aux États-Unis avec la fille avec qui j'étais à l'époque. On est en haut d'une montagne vers Los Angeles. Donc, on est en Californie. Il y a des comment ça s'appelle, des vignobles français qui ont ouvert des domaines de fous et on peut goûter du vin là-bas. Ouais. On se met tout en haut. On domine une montagne. Le décor, le paysage est trop beau. À aucun moment, je m'attends à avoir cette synchronicité de musique. Et donc, il y avait de la musique ici. On est aux États-Unis. Oui. Il y a de la musique qui était dans la playlist C'est des papas dont je t'ai parlé tout à l'heure. C'est pas vrai, ok. Mais sauf qu'il y en a eu pas une ou deux, c'est qu'il y en a une qui passe. Je dis à ma chérie d'époque, c'est marrant, il y a une playlist de quand il y avait le décès de mon papa, etc. C'est cool, ça fait un moment où il est là et il nous accompagne, parce qu'en plus il aimait beaucoup les États-Unis. Je pense que ça aurait été un truc de fou si on y était allé ensemble, pardon, ou même d'y vivre ou quoi, tu vois. Et bref, il y a une musique qui passe, il y en a une deuxième, même CD, d'affilée. Il y a une autre musique qui passe, qui n'est pas celle-là. Derrière, il y en a une troisième. Et en fait, mais c'est trop, tu vois. Et je ne sais plus maintenant, mais c'est au 3 ou 4. Je crois que c'est un 4. Et en fait, je regardais dans le vide et je lui dis mais c'est un truc de fou, quoi. Il est vraiment là, tu vois. Ouais. Et j'ai chialé de ouf. Oui. Donc, j'étais dos au public. J'étais les regards dans le vent. Elle était à côté de moi. Et non, c'était fou comme moment, tu vois. Oui. Et c'est le moment qu'on ne maîtrise pas. Mais effectivement, on peut l'interpréter de... il était là ou pas, enfin peu importe, mais c'est vrai que c'est des moments assez fous, quoi. Totalement. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'il y a... Enfin, il y a l'entourage. Attends, parce qu'il y a tellement de choses à dire. Ouais, c'est sûr. Et moi aussi, j'ai des questions pour toi. Alors, attends. Moi, je te propose deux choses. Pour terminer, je voulais soit qu'on parle de... Parce qu'il y a l'entourage aussi, tu vois. Le fait de faire le process seul et l'entourage et comment ils l'ont accueilli. Très important, ça. Comment on l'a accueilli. Il y a notre maman. Il y a on a une sœur chacun et peut-être d'autres encore autour, tu vois.
C'était quoi ta question, toi, que tu voulais dire? Je voulais savoir ce qui t'a transmis. Ok, on va répondre à ça alors. Ok. C'est les valeurs. Alors, j'ai une relation différente de celle que tu m'as décrite avec ton papa, c'est-à-dire qu'on est dans une famille méditerranéenne où on se voyait presque toutes les semaines avec tout le monde aussi, Oui. cousins, tantes, oncles, etc. Et famille nombreuse et famille de fête. On met de la musique, on chante, on danse. Ouais. Enfin, ce genre de choses. Et mon père était très dans l'humour, il aimait grave taquiner les gens, etc. Oui. Et en fait, j'ai gardé ce truc-là. Donc, il n'y a pas que ces valeurs-là à lui, parce que celles de ma mère, ma grand-mère, des choses comme ça sont très connectées aussi. Ouais. Mais le fait d'être toujours dans le, je sais pas, dans le sourire, le positif, l'humour, taquiner les gens, etc. Donc, au début, je taquinais beaucoup et j'ai appris à moins taquiner. Ok. Il fumait au début, j'ai fumé parce que je voulais un peu faire peut-être comme lui, et ça a duré très longtemps. Ça fait 10 ans que j'ai arrêté de fumer. Ouais. Donc voilà. Mais voilà, il y a des petites choses qui restent comme ça sur plein d'autres sujets aussi. Mais, et des choses qui faisaient que j'aimais pas aussi, tu vois. Oui. Au niveau du caractère, au niveau de peut-être l'impulsivité, le fait de s'énerver, des trucs comme ça. Donc, Oui. que ce soit le papa, la maman ou autre, mais quand il part, tu te dis, ok, ben, je vais pas faire ça. Parce que Oui. je veux être meilleur, on se sert d'exemple et on le personnalise aussi, ce genre de choses. Donc, ouais, Oui, oui. un peu tout Totalement. ça, quoi. Ok. Voilà. Ok. Et est-ce qu'il y a des choses, justement, qui faisaient ou qui l'incarnaient, où tu t'es dit, bah, moi, en tant qu'homme, j'ai envie d'être un peu différent? Alors, la chose, moi, qui m'est. C'est pas une réponse directe à ça, je pense. Ok. C'est un peu annexe. Quand il est décédé, je me suis dit, ok, j'ai perdu mon père à 18 ans. Je veux avoir un enfant. Je veux que ce soit un garçon. Et je veux l'emmener plus loin que ses 18 ans. Ah, génial. Ok, Tu vois. je vois. Mhm. Et récemment, je me suis dit. Et j'ai gardé ça pendant. Tu vois, aujourd'hui, j'ai 38. Oui. Et je me suis dit là récemment, en fait, c'est plus un objectif. Faut pas que ce soit un truc, une case à cocher. C'est pas grave si j'ai pas de garçon. Aujourd'hui, Oui. j'ai pas d'enfant, donc si j'ai pas de garçon, Ok. ou si j'ai un enfant et que je l'accompagne même pas avant ses 18 ans parce que je disparais, enfin peu importe, en fait, c'est pas grave. C'était un goal à l'époque et je pense que je Ouais, me suis fait ça dès qu'il est mort. Et vu que c'était un truc ancré de cette date-là, c'était resté longtemps. Ah oui. Mais en fait, aujourd'hui, ça allait plus. Mais c'était, tu vois, un truc qui me mérite Hmm. un peu le leg mais je me suis moi créé aussi, tu vois. Ouais, je vois Mais totalement. pour reproduire ce schéma et enfin, le schéma des parents, on veut essayer d'être meilleur encore que ce qu'on Oui, a c'est eu ça. en éducation C'est vrai. et d'avoir la chance de le faire, enfin ce genre de choses. Donc voilà, c'est tout. Ouais. Ok. Pas plus sinon par rapport à ça. On va conclure au fur et à mesure, là, on va arriver à la fin. Les personnes qui écoutent ou qui nous regardent et qui sont peut-être dans une période comme ça de le papa est malade ou peu importe, ou le papa va très bien, peu importe. Ouais. Mais qu'est-ce que tu dirais à ces personnes qui vivent ça, qui l'ont vécu ou qui ont peur de le vivre, tu vois, pour transmettre quelque chose? Oui. Alors déjà, première chose, la peur n'évite pas le danger. Donc moi, c'est vraiment ce que je garde en tête, c'est que c'est important en fait d'essayer de réfléchir à ce qui peut nous arriver, bien sûr, pour s'y préparer. Je pense que oui, ça c'est intéressant et bien sûr qu'on peut le faire, mais par contre, s'angoisser pour tout ça, tu vois, moi je le ferai plus. Je ne m'angoisse plus. Au contraire, je suis plus dans, il faut vivre l'instant présent et profiter avec ces gens-là. Donc, si tu as des gens dont tu es proche et que tu n'as pas assez de temps à leur consacrer, ben, moi, aujourd'hui, j'essaie de prendre ce temps-là. Tu vois, j'étais carriériste à l'époque. Je travaillais en Suisse, je travaillais énormément. Ils m'appelaient, je leur appelais 1-2 semaines après. Ça, aujourd'hui, je ne le referai pas. C'est ma mère m'appelle, je réponds. Et là, si je suis en podcast, je réponds 1 heure après, mais je réponds. Et en fait, c'est vraiment ça, moi je dirais, saisissez les opportunités, prenez le temps qu'il faut pour les gens que vous aimez vraiment, tant qu'ils sont là. On ne sait pas. Aujourd'hui, on sait, demain, on ne sait pas. Et il y a vraiment ce sentiment. Moi, j'ai un sentiment toujours d'urgence, tu vois, on profite maintenant et pas repousser. Je dirais la procrastination, dans les relations, en tout cas, j'évite. C'est vraiment consacrer du temps aux gens qui nous entourent et profiter de tous les moments qu'on peut partager avec eux. Et je pense que je partage plus de moments, tu vois. Et aussi physiquement. C'est-à-dire que j'essaye d'être là, tu vois, de revenir en France régulièrement pour passer du temps avec eux. Et je pense que c'est surtout ça qu'il faut garder en tête, c'est que la vie est courte. On le dit tout le temps, ça paraît une phrase un petit peu cliché, mais c'est réel en fait. Et c'est que quand tu perds vraiment des gens que tu aimes, que tu comprends qu'en fait, ils sont là de manière temporaire. Et on n'est pas immortel, quoi. Donc, en tout cas, pas Tout à fait. encore. Et selon les croyances. Ça fait Totalement. partie des leçons cadeaux qu'on reçoit de ces événements-là. Mm. Et comme tu dis, on est dans le positif, on essaie d'aller chercher le positif et de l'accueillir et de l'accepter pour avancer.
Oui. Et pour l'accepter, si on n'y arrive pas seul, faut en parler. Ça ne veut pas dire que c'est la bonne personne à qui on en parle forcément, mais juste le fait de verbaliser, comme tu as dit, de l'écrire ou de le dire à voix haute, ça aide. Le moment présent, c'est quelque chose qu'on maîtrise, effectivement. Oui. Des fois, le moment présent sert à semer des graines pour le futur et à le construire, mais le futur, on ne le maîtrise pas tout. Le temps, c'est la seule donnée qu'on ne maîtrise pas non plus, qu'on ne possède pas en tout cas. Et perdre un proche, perdre son papa, nous apprend à mettre ça encore plus en avant. Donc, merci pour ce que tu viens de dire. Merci déjà aussi pour l'ensemble et le partage qu'on a eu. On va clôturer l'échange qu'on a eu sur ça, bien qu'on pourrait dire 1000 choses. Ouais, bien sûr. Donc, Célia, merci infiniment d'avoir partagé ça. Merci à toi. C'était vraiment très agréable de pouvoir parler respectivement de ce sujet-là. Et j'espère que vous qui écoutez aussi, vous vous retrouvez un peu là-dedans. Et n'hésitez pas à partager, que ce soit dans des commentaires ou autres, si vous avez vécu ce genre de choses. Je terminerai avec une phrase que j'ai notée, qui est, je trouve, intéressante. C'est perdre son père. Ce n'est pas quelque chose dont on guérit, c'est quelque chose avec lequel on apprend à vivre. Et parfois, on découvre qu'il est encore là, différemment, à travers nos croyances personnelles, dans nos souvenirs, nos choix, et même nos silences. Oui. Donc, merci pour tout. Bonne fin de journée. À très vite, Célia, peut-être sur un autre podcast. Et retrouvez-nous peut-être sur d'autres épisodes. One Shot Cast, on verra ça. En tout cas, merci à toutes et à tous d'avoir écouté et d'avoir regardé ce podcast. À très vite. Merci à tous.